Bonsoir. Nouvelle vidéo remettant les pendules à l'heure. Lors de ma dernière vidéo, je vous avais présenté ce livre. Je vous relis le titre, donc une histoire populaire des États-Unis de 1492, c'est-à-dire donc la découverte en gros de Christophe Colomb à nos jours, par Howard Zinn. Alors aujourd'hui, j'ai décidé donc de revenir sur ce livre, de vous lire quelques brefs passages, parce que bon, nous sommes en pleine au niveau actualité sur des questionnements liés donc à la fameuse culture woke. Et donc le premier chapitre se termine par remettre en question donc la justification par le progrès humain de l'extermination des peuples ainsi que les récits historiques qui ne tiennent compte que du point de vue des conquérants et des grands personnages de la civilisation occidentale. Donc maintenant je vais vous dire un peu de quoi il retourne. Donc voilà la présentation donc, de ce livre par l'auteur. Cette histoire se fonde sur le point de vue de ceux dont les manuels parlent peu. L'auteur confronte avec minutie la version officielle et héroïque des grands hommes aux témoignages des acteurs les plus modestes, indiens et esclaves en fuite, soldats déserteurs, jeunes ouvrières du textile, syndicalistes et militants des droits civiques, GI du Vietnam, activistes des années 80 à nos jours, tous jusqu'au laissez-pour-compte de la politique intérieure et aux victimes contemporaines de la politique étrangère américaine. Viennent ainsi battre en brèche l'histoire vue d'en haut. Donc Howard Zinn, donc 1922-2010, a enseigné l'histoire et les sciences politiques à Boston University. Son œuvre, une vingtaine d'ouvrages, est consacrée à la place des mouvements populaires dans la société américaine. Bien, alors donc le livre commence par l'histoire donc de ces pauvres Indiens d'Amérique du Nord. Et donc, par l'arrivée de Christophe Colomb à Hispaniola, île qui actuellement est divisée entre Haïti et Saint-Domingue. Donc, c'était à ce moment-là une colonie espagnole. Donc, ce que l'on voit, ce qui est tout à fait exact, c'est que c'est les conquêtes à l'époque donc de Christophe Colomb, le motif principal, presque obsessionnel, c'est l'or, la soif de l'or. Ces expéditions déjà ont nécessité un fort investissement, donc il faut bien que la couronne s'y retrouve. Et ceux qui partaient, bien ils partaient pour l'or, hein, ils partaient pas pour labourer la terre, c'est clair. Donc déjà effectivement. L'enrichissement n'a pas été pour beaucoup ce qu'ils attendaient. Et pour ce qui est du pays, au niveau de l'Espagne, eh bien, le fait d'avoir un afflux de matières premières, d'or, tout ça, donc le pays a vécu de manière un peu passive, on va dire, sur justement en comptant sur les matières premières, contrairement à des pays comme l'Allemagne, qui eux, n'ayant pas de colonies, ont développé une industrie. Donc, ben, vous voyez, la paresse est mauvaise conseillère, si je puis dire. Ces conquêtes ont débouché sur pour conquérir de l'or, des métaux, des minerais divers. Et évidemment, ensuite, l'autre manne, c'était les esclaves, pour justement ensuite le coton, donc dans les colonies du Sud. Donc ça, c'est avec les Anglais qu'on voit ça. Mais là, bon, l'esclavage, déjà, très vite, avec Christophe Colomb, il a ça en perspective. Il dit, bon, ils sont pas méchants, ça fera de bons esclaves. Hein. Donc, esclaves, à cette époque, n'oublions pas qu'on a quand même une hiérarchisation des classes qui est très importante. Et esclaves ou servage, la différence est pas grande.
Mais comme vous le savez, et puis en lisant ce livre, on voit bon, que ces conquêtes ont débouché en fait bon, sur des génocides. Ces individus qui faisaient donc ces conquêtes, ces marins, c'était des gens qui, dans leur pays, étaient, si on peut dire, pour beaucoup moins que rien, et qui, là, se retrouvaient en position de force. Ils étaient un peu les rois du pays, au point que certains n'hésitaient pas même à se... Donc ça, c'est sur l'Hispaniola. Ils ont exterminé donc les Indiens en les massacrant pour un oui ou pour un non, les utilisant même comme bêtes de trait et en certains se déplaçant à dos d'Indiens, en les tuant s'ils ne rapportaient pas, s'ils se débrouillaient pas pour trouver une certaine somme d'or. Or, ils s'enfuyaient plutôt que de chercher de l'or, parce que de toute façon, de l'or, il y en avait très peu. Voilà. Donc, ensuite, c'est ce qui m'intéresse surtout, si vous voulez, ça va être un développement philosophique, parce que l'histoire, donc, il y a l'enseignement de l'histoire et l'enseignement philosophique que l'on peut en tirer et qui doit être profitable pour le présent. Donc, comment donc l'auteur termine donc ce premier chapitre qui concerne ces guerres de conquête et ces massacres d'Indiens? À l'évidence, Colomb et ses successeurs n'arrivaient pas dans des régions sauvages et inhabitées. Bon, ça surtout, ça a été vrai pour l'Hispaniola parce que c'était une île, hein, donc la surface était plus limitée, mais bien dans un monde aussi densément peuplé par endroits que l'Europe elle-même, avec une culture complexe et des rapports humains plus égalitaires qu'en Europe. Quant aux liens qui unissaient hommes, femmes, enfants et environnement naturel, ils étaient sans doute plus harmonieux que partout ailleurs dans le monde. Ces peuples ignoraient certes l'écriture, mais possédaient leurs propres règles, leur propre poésie, leur propre histoire, conservée dans les mémoires et transmise sur un mode oral bien plus complexe qu'en Europe, puisque chant, danse et spectacles cérémoniels s'y mêlaient. Il prêtait une grande attention au développement personnel, à la force de volonté, à l'indépendance et à la souplesse d'esprit, à la passion et aux liens qui les unissaient à la nature. Donc, John Collier, universitaire américain qui vécut parmi les Indiens dans les années 1920 et 1930 dans le sud-est des USA, portait sur la manière de concevoir la vie l'appréciation suivante: si nous pensions comme eux, la terre serait éternellement inépuisable et nous connaîtrions la paix à jamais. Donc, le paradis, n'est-ce pas? Alors, je vais reprendre donc cette conclusion. Alors, déjà, d'une part, pour ce qui est de effectivement, les Amériques étaient habitées. Mais même si vous aviez à des endroits donc des condensations urbaines, même si sur les îles il y avait certainement une densité de population plus importante, hein, puisque ça a été aussi peut-être une des causes au niveau de l'île de Pâques d'un manque aussi de ressources. Hein. Mais si vous étiez dans le continent, en Amérique du Nord, vous aviez des populations nomades sur des territoires immenses par rapport à l'Europe. Donc, il y avait des confrontations guerrières, qui sont dans la nature humaine, on va dire, mais il n'y avait pas vraiment des guerres comme on a pu voir à l'époque du néolithique, où c'était des fois des questions aussi de subsistance, hein. Conquérir parce qu'on avait une augmentation de population, parce qu'on avait, au Moyen-Âge, hein, ça se voyait en Europe, on avait des famines, des difficultés de ressources alimentaires. Donc, donc l'auteur nous parle des liens qui les unissaient à la nature sont ceux de l'homme du paléolithique et début du néolithique, puisqu'en Amérique du Nord, donc dans certaines zones, pas partout, certains vivaient de la chasse et de la cueillette, donc c'est une culture paléolithique, hein,
comme il y en avait en Europe il y a longtemps, et le début du néolithique, puisqu'on commence à cultiver le maïs. Hein. Donc, on a un très grand décalage. Ce décalage, ce n'est pas une question d'intelligence, de différence d'intelligence des masses. Une société évolue pas pour le plaisir d'évoluer, mais par les forces des choses. Pour survivre, c'est la loi de la survie qui fait que la société évolue dans un sens ou un autre. Donc, la grande différence qu'on a entre l'Europe et l'Amérique, c'est les terres disponibles. Pour des chasseurs-cueilleurs, vous aviez un continent immense, bien plus important qu'en Europe. Donc, on a des confrontations pour des luttes de subsistance qui sont bien moins importantes et on n'a pas cette nécessité de passer à l'agriculture pour résister à la famine de manière aussi prégnante que cela a pu l'être très tôt en Europe. Donc, l'époque féodale en Europe, donc l'Europe, elle, était bien plus peuplée sur un continent bien plus petit, d'où très rapidement, au Moyen-Âge, nous avons ces luttes de l'époque féodale pour le contrôle des terres. Et tout naturellement, donc les guerres amènent le progrès technique, la performance de la navigation, d'où ces découvertes lointaines. Et cette lutte pour le contrôle des terres, de manière naturelle, si je puis dire, eh bien, elle se dissémine partout où vont aller nos conquérants. Donc, ce que je veux bien comprendre, c'est que le mode de réflexion ne doit pas se faire sur une question de la nature des hommes, hein, mais sur les conditions environnementales qui vont être déterminantes pour l'évolution d'une société. Voilà. Et la morale d'une société va, elle, être déterminée par les obligations, les pressions environnementales créées sur cette société. Pour les hommes du Moyen-Âge, la morale, c'est conquérir pour le roi, c'est conquérir donc pour une communauté, hein, et c'est augmenter une puissance qui est centralisée donc par la famille royale. C'est le système le plus performant à cette époque-là pour la conquête des terres, pour la survie du groupe. Donc, en évolution technologique, nous avons dit, elle allait de pair avec la guerre, mais aussi le commerce, et aussi, il y a eu l'astronomie. Alors, l'astronomie, eh bien, vous voyez, comme liée aux conditions environnementales, c'est que l'astronomie en agriculture, ça a été lié au fait des nécessités de prévoir les saisons. Et donc, prévoir ces saisons a été lié donc à l'évolution du diaporama céleste, hein, en observant les déplacements des étoiles suivant les saisons. Donc, on faisait des prévisions, etc. Donc, en passant d'un monde agricole, par la nécessité donc de lutter contre les famines, par une nécessité donc de prévision, hein, prévoir pour engranger du grain, ensuite prévoir pour les récoltes. Donc, vous voyez, vous avez tout un mécanisme de prévision dans la tête, hein, qui se fait et qui va engendrer, donc, nous avons dit l'astronomie. L'astronomie va développer donc l'optique, et l'optique, eh bien, ça va aller très loin, ça va aller jusqu'à l'astronomie moderne, hein. Et d'autre part, le pendant, c'est l'évolution religieuse, puisque du ciel dépend de ce qui se passe sur Terre, on va faire une association
entre une société céleste et la société terrestre. Et ce qui fait qu'on va s'intéresser de l'Antiquité, même au Moyen-Âge, donc à l'astrologie. Hein. L'astrologie étant censée, donc, pour les rois, avoir un intérêt au niveau politique, suivant s'ils étaient sous une bonne étoile, si je puis dire. Hein. Donc, cet intérêt des plus puissants pour l'astrologie a également favorisé le développement de l'astronomie. Très récemment, donc, il y a eu un film là sur Arte qui est passé sur un astronome qui était un contemporain de Galilée. Et c'est lui donc qui a décrit les orbites des planètes, c'est-à-dire des orbites non pas circulaires mais elliptiques, et c'était Kepler, je crois son nom. Et bien là, sous Kepler, on le voit bien, il devient l'astronome de la cour impériale d'Allemagne parce que l'empereur apporte pour son trône et il tient à avoir quelqu'un de très compétent pour lire dans les étoiles et lui faire un travail d'astrologue en fait. Hein. Et heureusement, donc lui, en tant que météoricien, il a fait aussi un véritable travail d'astronome. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on voit bien, on a une évolution de la technique, on a une évolution du génie intellectuel par cette évolution et cette nécessité de perfectionner la technique et les sciences. Mais au niveau des masses, eh bien, on n'a pas d'évolution d'intelligence. Pour s'en convaincre, il suffit de voir les croyances de l'époque du Moyen-Âge. Nous avons des découvertes fabuleuses en astrologie et dans le même temps, c'est la période où on brûle des sorcières. Et même à l'heure actuelle, bon, on voit au niveau de degré de technicité auquel nous sommes arrivés, hein, on voit les croyances absolument archaïques que l'on peut retrouver encore de nos jours. Et je crois que c'est là, si on veut qu'on ait une évolution des sociétés, il ne suffit pas que d'avoir quelques individus performants, il faudra bien qu'on ait aussi une évolution de la réflexion des masses, une évolution au niveau notamment de la pensée spirituelle. Donc, je rappelle la différence, on n'avait pas la même pression, donc on pouvait se permettre de rester au paléolithique. Le paléolithique, c'est rien d'autre que le paradis. Le paradis que l'on retrouve dans l'épopée de Gilgamesh, où vous avez un individu qui vit dans les bois, Enkidu, qui va donc dans la cité de Gilgamesh et peu à peu, lui aussi va, si on peut dire, s'urbaniser, et qui regrette à un moment donné de plus être assez rapide pour courir avec ses amis les serfs. Donc une façon un peu romancée de rappeler donc que finalement ce passage à l'agriculture il a été dur parce qu'effectivement tout travail qui soit agricole ou par la suite encore pire le travail industriel va engendrer des souffrances physiques. Un corps qui va donc l'auteur justement insiste sur la beauté du corps des Indiens parce que effectivement vous travaillez dans l'industrie, vous travaillez dans l'agriculture, vous faites même les Égyptiens, on a retrouvé donc des ouvriers avec des tassements vertébraux dus aux charges qu'il devait porter au cours de ses travaux. Les efforts physiques, bon, vous laminez. Hein. On retrouve aussi ça dans le livre de la Genèse, où on voit bien qu'il quitte le paradis perdu à partir du moment où il goûte aux fruits interdits. Donc apparemment, ils ont dû vouloir commencer à faire peut-être la culture. Alors il semblerait d'ailleurs que c'était pas un peunier, mais que c'était une feuille de vigne. Hein. Donc en somme, peut-être que c'est eux par la vigne que ça a commencé, j'en sais rien. Hein.
Mais toujours est-il qu'à partir du moment où on travaille dur la terre, dans le livre de la Genèse, pareil, on quitte le paradis. Donc là, Colombe, quand il arrive et quand on voit dans le livre la description là, de l'île d'Hispaniola, où là, apparemment, il n'y a pas de grosses querelles guerrières entre les Indiens et tout le monde vit bien en vivant simplement des ressources naturelles, eh bien, c'est le paradis perdu. Mais apparemment, ce qui est tout de même extraordinaire, c'est que alors que vous avez des gens très pieux qui prient pour aller au paradis, qu'ils ne se rendent même pas compte que leur paradis de la Genèse, eh bien, ils l'ont trouvé et ils vont le détruire. Parce que ce paradis, c'est pas celui, il les intéresse plus. Le paradis qu'ils veulent, c'est celui que l'or peut leur offrir. Donc, vous voyez, on a changé d'époque, on est resté sous le dôme du paradis, c'est ce qui fait que quand on trouve ce qu'on espère, on le reconnaît même pas. Bon, maintenant, il faut pas non plus exagérer avec tout dépend des régions, mais on avait aussi on a eu des luttes âpres entre les tribus indiennes. Je sais qu'au Québec, par exemple, vous aviez les Français qui ont soutenu une ethnie indienne contre une autre, parce que, comme les Espagnols d'ailleurs avec les Aztèques, ils ont été aidés par d'autres tribus indiennes, parce que ces tribus indiennes étaient en voie d'être génocidées en Amérique du Sud par les Aztèques, et il se passait la même chose au Canada. Donc les Français ont été un soutien. Quand les Anglais ont chassé les Français, ils se sont alliés à l'autre tribu indienne qui les a soutenus à condition de récupérer les terres indiennes de ces Indiens donc, qui aidaient les Français, et ils les ont massacrés. Donc les Indiens sont pas, par nature, n'étaient pas meilleurs. C'est simplement l'organisation sociale déterminée par par l'environnement qui fait que la nature des hommes va être différente. Donc, ce qu'il faut travailler, c'est sur la qualité de l'environnement et réfléchir à quelle organisation sociale on peut mettre en place pour éviter les confrontations, plutôt que de partir en lamentation et jérémiade, et en pensée culpabilisante pour les uns et victimaire pour les autres.